Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la Rafcha Info. Si vous ne connaissez pas, c'est un journal télé concernant les actualités films et séries. Ce soir, nous parlerons films, il y a pas mal de choses à dire. Mais voici le sommaire. Nouvelles informations concernant la série The Penguin et sa potentielle suite. Danny DeVito s'exprime sur la performance de Colin Farrell en pingouin dans la série du même nom. Un héros pourrait faire son apparition dans The Batman Partie 2. James Gunn s'est exprimé sur ses futurs projets DC. Le casting s'agrandit pour la série DC Lanterns. Batman Beyond, un fan film impressionnant. Batman Blue Snow, un projet original indépendant. Denzel Washington entre chez Marvel. Les Animaux Fantastiques, c'est terminé. Informations supplémentaires concernant le nouvel opus de Jurassic Park. Et nous allons commencer tout de suite avec The Penguin, tout en précisant que vous pouvez également interagir avec moi et mes invités de la soirée également. Mais je vous les présenterai plus tard. Après une saison spectaculaire, il est l'heure du bilan pour The Penguin. La série centrée sur le personnage joué par Colin Farrell dans The Batman. Déjà, les spectateurs auront été au rendez-vous. Atteignant pour ce dernier épisode 2,1 millions de téléspectateurs sur HBO et Max, la série aura connu une augmentation de 50% de ses spectateurs entre le premier et dernier épisode. Il s'agit du meilleur démarrage pour le combo HBO et Max, juste derrière les poids lourds que représentent Last of Us et House of the Dragon. Un résultat plus qu'enthousiasmant pour une série qui est loin d'être tout public. Dans un second temps, Farrell, après avoir dit durant une interview qu'il en avait marre du costume et des prothèses qu'il avait porté dans la série et qu'il ne voulait plus jamais le mettre, affirme que s'il y a une bonne idée, il reviendra pour une seconde saison de The Penguin. De plus, il confirme qu'il sera présent dans 5 ou 6 scènes dans The Batman Partie 2 et qu'il a déjà signé pour un troisième volet. Enfin, Matt Reeves s'est aussi légèrement exprimé. Il est évident rester muet sur la suite du film, mais il a de nouveau loué le travail de la showrunneuse Lauren Lefranc sur la série. Et qu'il y a bien des discussions pour continuer cette histoire d'une façon ou d'une autre. Il explique aussi que la présence de Batman avait bien été en discussion durant la pré-production, mais qu'ils n'ont jamais réussi à trouver la bonne façon de l'insérer dans la série. Il aura même été question à un moment de faire se rencontrer Vic et Bruce Wayne, mais l'idée aura été abandonnée. Et donc, comment expliquer l'absence du Chevalier Noir ? Reeves rappelle que la série se passe directement après les événements provoqués par le Riddler dans The Batman, et qu'au milieu du chaos ambiant de Gotham, il était déjà très occupé et n'a pas pu se tourner vers les actes d'Oswald. N'hésitez pas à réagir justement avec moi. Aussi, si vous voyez cette émission en replay, n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires, je répondrai avec plaisir. En tout cas, j'interagis avec vous, mais sans plus attendre, je vais faire intervenir mes invités, à commencer par celui que vous connaissez tous, Mulder Fox William. Tip top. Concernant la news. Alors ça, j'ai pas regardé, mais par contre, elle fait partie des meilleures, ça c'est sûr. Après, j'ai pas...
Ouais. Et est-ce que tu as vu la série ou pas encore? Ok. D'accord. Pas, pas de problème. Merci en tout cas pour tes mots et je vais faire intervenir tout de suite mon deuxième invité, euh, à savoir Nicolas. Oui, Et je voulais avoir tes bonsoir. impressions concernant justement la série. Est-ce que tu l'as vue? Dis-moi en plus. The Penguin, je l'ai pas encore vu. J'attends vraiment que tout soit sorti pour vraiment faire un one-shot direct. Mais je vais bientôt le regarder. Et, ouais, non, j'ai bien aimé Colin Farrell pour son rôle de The Penguin, justement, dans The Batman. Donc, je comptais la voir. La série, mais pas pour tout de suite. Donc, Et peut-être la ok, semaine et c'est une prochaine, série peut-être. qui t'intéresse? Ah, qui m'intriguait déjà de base, mais j'ai attendu que vraiment ils mettent tous les épisodes d'un coup. Ah, que tout soit d'un coup, comme ça, je peux regarder ça tranquillement, Ok, sans vraiment trop attendre entre temps. d'accord. Mais bon. Très bien. Ah, en tout cas, merci pour les mots. Merci pour les mots de mes invités Mulder, Fox, William et Nicolas. N'hésitez pas aussi à vous dans le chat et dans les replays pour chaque info. N'hésitez pas à mettre des commentaires s'il y a des questions, etc. On vous y répondra. Ne vous en faites pas pour ça. Et en tout cas, merci à vous. Alors, l'ancienne interprète d'Oswald Cobblepot, Danny DeVito, a donné son impression sur la série The Penguin et de cette nouvelle incarnation par Colin Farrell de ce super-vilain emblématique de l'univers DC Comics. 2024 est peut-être l'année la plus importante pour l'un des ennemis les plus emblématiques de Batman, car la série est devenue l'un des projets les plus appréciés de DC depuis longtemps. Alors que le final de la saison 1 de ce Penguin est terminé, de plus en plus de réactions commencent à émerger à propos de la série, y compris de la part de quelqu'un qui n'est pas étranger à l'ennemi de DC. Dans une interview avec MovieWeb, Danny DeVito, qui a donné vie au pingouin dans Batman Returns, a été interrogé sur le drame de DC diffusé sur HBO et sur l'interprétation de Farrell de l'un des méchants les plus classiques de Bruce Wayne. DeVito n'a eu que des éloges pour Farrell et la série, tout en ajoutant qu'il comprenait les défis liés à ce rôle, déclarant ainsi. Oh, Colin me donne du fil à retordre et c'est totalement différent. Je l'ai regardé mais pas en entier. J'en ai regardé la plupart de ce qui était sorti et vous savez, c'est vraiment bien. Je comprends le traumatisme de passer des heures à se maquiller et se transformer. C'est différent pour moi parce que partout où je vais, on me prend pour Oswald Cobblepot. Colin pourrait aller où il veut avec ce maquillage sans se faire remarquer et que les gens disent « Ah mais c'est Colin Farrell, il ne ressemble en rien à ce qu'il était dans la série The Penguin, contrairement à moi avec des kilos de maquillage. » En dehors de la compréhension de DeVito selon laquelle Farrell doit gérer tout le maquillage et les prothèses, la star de Batman Returns a également reconnu que leurs versions respectives du personnage sont très différentes. Un oiseau incompris pour son pingouin et l'itération de Farrell comme un gangster. Mais je pense que nous avons tous les deux fait un très bon travail avec Oswald sous différents angles. Ma version n'avait pas de connotation italienne de mafia ou d'armes à feu de ce genre. J'étais un égocentrique essayant de prendre le contrôle de la ville. C'est totalement différent du pingouin de Colin Farrell, ce qui est bien car il est un gangster, il fait un excellent travail. Il est également important de se rappeler que le pingouin de DeVito de Batman Returns c'était bien plus une version old school du rival de Batman, surtout dans les années 90. L'incarnation de Farrell dans The Batman et The Penguin est mise à jour, mais conserve les aspects criminels qui accompagnent son personnage dans les bandes dessinées plus récentes, à voir l'influence de l'élément gangster dans la version de Farrell n'enlève rien à ce que DeVito a fait avec Batman Returns,
car les deux performances peuvent être appréciées de la même manière pour différentes raisons. De Vito a toujours soutenu de manière incroyable ses collègues acteurs du Pingouin qui lui ont succédé, comme il a également fait l'éloge de la représentation de Robin Lord Taylor dans la série télévisée Gotham, lorsqu'elle était diffusée sur la Fox. Même s'il s'agit d'un rôle qu'il a joué d'une seule fois il y a un peu plus de 3 décennies, il est toujours amusant d'entendre De Vito s'investir dans l'héritage médiatique du Pingouin. Quiconque souhaite revivre chaque épisode de la saison 1 peut le faire en regardant l'intégralité de la série sur Max. Et bonsoir à celles et ceux qui viennent d'arriver sur le chat. J'espère que vous allez bien. Et n'hésitez pas à réagir aux news. Je vais laisser la parole tout de suite à Mulder Fox William, excusez-moi, concernant cette information sur Danny DeVito, suivi de Nicolas. Absolument. Très bien, merci Mulder Fox William, merci à toi, et je vais laisser la parole tout de suite aussi à Nicolas. Ouais, c'est bien qu'il y ait un peu de soutien pour Colin Farrell. Bon, c'est un peu normal. Je l'avais trouvé très bon dans le rôle du Pingouin dans The Batman, donc ça donne encore plus envie de voir tout de suite la série. Voir si vraiment il continue dans cette nouvelle version du Pingouin un peu plus vraiment gangster, on sent vraiment la différence. Et qu'est-ce que tu penses du fait que justement Danny DeVito, j'ai l'impression que lui en fait c'est son rôle, comme l'avait dit un peu Mulder Fox William, voilà, on voit très bien qu'il y a une différence entre ces deux incarnations, mais on dirait que c'est son rôle à lui quoi, donc et le fait qu'il s'exprime tout de suite. Est-ce que tu es d'accord le fait que Mulder Fox William dise aussi que on aurait bien aimé entendre les propos aussi des anciennes incarnations du Pingouin? Plutôt que uniquement lui par exemple. C'est comme si on disait oui pour Batman avec Ben Affleck on demande directement à Michael Keaton et puis même pas à Christian Bale et puis aux autres tu vois. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à Denis DeVito qui s'exprime directement sur Colin Farrell? Je trouve que de ce que tu m'as dit, de ce qu'il a dit, je pense qu'il aime bien que son rôle continue dans différentes façons de jouer, etc. Et ouais, je pense que d'autres acteurs, je pense qu'ils ont d'autres un peu à faire ailleurs. Mais c'est vrai que ce serait pas bête d'entendre d'autres avis sur
des acteurs, etc. Très bien, merci en tout cas pour ces mots, mes chers invités. N'hésitez pas aussi à interagir dans le chat ou même en replay. Je vous répondrai avec plaisir, grand plaisir. Alors que la série The Penguin est terminée, le deuxième volet du Batman de Matt Reeves est terminé. Étant donné la façon dont la série HBO continue à étoffer l'histoire, commencée par The Batman, le second film devrait présenter le héros le plus controversé de Gotham City, à savoir The Huntress. Imaginé à l'origine comme la fille multiverselle de Bruce Wayne et Selina Kyle, le personnage est devenu différent au cours des dernières décennies. Au lieu de vivre à la hauteur de l'héritage héroïque de ses parents, elle est devenue Elena Bertinelli, la fille d'un chef du crime organisé qui a été brutalement assassiné. Elle a pris l'identité de Huntress pour exécuter une vengeance mortelle sur la mafia, la mettant souvent en conflit avec Batman. The Penguin est une série sans aucun héros, mais le parallèle entre la Huntress d'Elena Bertolini et Sofia Falcone est assez clair. Alors que The Batman Partie 2 devrait présenter Elena Bertinelli, Huntress brillerait en série. Pourquoi pas? La première Huntress en live action fut Barbara Joyce dans le rôle d'Elena Wayne dans la série télévisée Legends of the Superheroes des années 1970. Une autre série en 2002 sous le nom de Birds of Prey présente Ashley Scott en Elena Kyle, qui conserve une partie de l'histoire d'Elena Wayne avec une touche de pouvoir méta-humain de sa mère. La version Elena Wayne de Huntress apparaît également dans la trilogie d'animation Justice League Crisis on Infinite Earth de 2024, en tant que la fille de Batman et Catwoman de Terre 2 et en tant que membre de la Justice Society of America. Mary Elizabeth Winstead a incarné Elena Bertinelli dans le film Birds of Prey de 2020 avec Margot Robbie, avec une histoire de fond similaire à celle des bandes dessinées. Une autre version de Huntress est apparue dans la série animée Justice League Unlimited des années 2000. Elena Bertinelli est arrivée également dans la série Arrow, sous les traits de l'actrice Jessica DeGough. Dans The Batman Partie 2, Matt Reeves pourrait facilement introduire une version d'Elena Bertinelli en Huntress avec Sofia Falcone. La dynamique entre Bruce et Selina dans The Batman a joué un rôle crucial dans le succès du film. De plus, comme Sofia et Elena, Catwoman est la fille d'un chef de gang en quête de vengeance. Bien qu'elle soit prête à enfreindre les lois que Batman ne ferait pas, Selina ne franchit jamais la ligne du meurtre. L'introduction de Huntress donnerait à Batman du fil à retordre. Pourtant, contrairement à Selina, Huntress pourrait défier les règles de Batman, en particulier lorsqu'il s'agit de tuer. Faire de Huntress un élément important de The Batman Partie 2 serait un gros risque si cela surchargerait l'histoire. Cependant, si elle est un personnage tertiaire comme Oswald Cobblepot l'était dans le premier film, cela laisserait la place au personnage d'être davantage développé dans sa propre série, bien qu'il serait agréable de voir Huntress et Batman en live action ensemble. Dites-moi tous ce que vous en pensez de cela. Est-ce que, comme The Batman Partie 2, à l'époque, on parlait de potentiels méchants, le fait d'introduire ce genre de personnage, qu'est-ce que ça vous... dites-moi ce que vous en pensez. Seriez-vous satisfait? Très curieux? Dites-moi tout. Je vais commencer par Nicolas. Bon, moi, je suis assez curieux de voir comment ça va donner. Enfin, j'ai déjà vu ce qu'ils ont fait avec Birds of Prey. Bon, je pense pas vraiment dans mon cœur, mais voir une autre version sur une maîtrise, pourquoi pas. On va voir qu'est-ce que ça va donner avec la relation avec le Batman de Robert Pattinson dans cet univers un peu particulier. Donc, curieux de voir qu'est-ce que ça va donner dans cette suite. Très bien. Voilà. Merci pour tes mots, mon cher Nicolas. Et je vais faire intervenir tout de suite Mulder. Qu'est-ce que tu en penses?
Non, mais c'est. Non, non. Alors, comme tu sais, comme je l'ai dit dans la news, il y a eu plusieurs versions de ce personnage. Mhm. Ouais. La série, tu dis? Pas le film. Non, non, mais quand tu dis Bird of Stray, c'est pour ça que je te demande la série, parce que le film s'appelle aussi Bird of Prey avec Margot Robbie, ce que j'ai cité dans la news d'ailleurs. Ouais, voilà. Ouais, ben voilà, tu parles de la série. Mhm. Ouais. Mhm. Ouais, alors là, après, justement, c'était mal, comment dire, mal fait. Oui. Ouais, ça a commencé, je crois, en même temps que Smallville, voire un an après. Ouais, oui, c'est ça. Oui, il y a une citation, quoi, une référence. Voilà, ouais, ouais, exact. Bah, parfait. Alors. Merci à toi, merci à vous deux pour ces mots. Et n'hésitez pas justement aussi, mettre dans le chat si je vous vois, hein, n'hésitez pas à réagir aussi, à écrire. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Alors, vous connaissez celui-là.
Creature Commando et le début du DCU arrivent bientôt et c'est l'occasion pour James Gunn, président de DC Studios, de donner un grand nombre d'interviews. Déjà, il nous apprend ce qu'on pouvait déjà deviner, la quasi-entièreté de la saison 1 de Peacemaker sera canon. Le seul élément qui n'existera plus est le caméo de la Justice League à la fin du dernier épisode. Absence qui devrait être expliquée durant la saison. Aussi, nous apprenons que le chef opérateur qui travaille sur la saison 2 est Sam McCurdy, qui a travaillé auparavant sur l'excellente série Shogun. Enfin, nous avons quelques castings vocaux de plus avec Stephanie Beatriz, Dietrich Bader et Peter Serafinovich. Pour la série d'Interns, Gunn révèle qu'une sortie dans la même période que Supergirl Woman of Tomorrow, donc vers l'été 2026, est attendue. Il s'est aussi amusé des fans qui n'ont évidemment pas aimé le choix de Kyle Chandler pour le rôle de Hal Jordan. Il a de nouveau loué le scénario de la série écrit par Chris Mundy, Tom King et Damon Lindelof, expliquant que l'âge des personnages est intégral à celui-ci. Gunn explique également qu'il n'a pas encore choisi quel projet il allait réaliser, maintenant que le tournage de Superman est terminé et que celui de Peacemaker va l'être très bientôt. Il révèle néanmoins qu'il y a 4 projets qui l'intéresseraient potentiellement. De plus, ça a été l'occasion pour lui de marteler de nouveau la philosophie du DCU. Tous les projets doivent être portés par des scénarios de qualité. Qui plus est, pour le DCU, peu importe la classification des films, si un projet demande d'être interdit aux moins de 17 ans ou d'être tout public, il le sera. Une seule chose est importante et c'est le scénario. D'ailleurs, il confie que plusieurs projets R-rated sont sur le point d'être validés. Quant à Superman, il a révélé durant une interview que dans le nombre de méta-humains était en augmentation et que cela aurait un impact sur les événements du film. Enfin, il a confié que le premier trailer devrait arriver très bientôt. Dites-moi ce que vous en pensez de ce monsieur. Étant donné qu'il a fait quelques petites conférences, êtes-vous satisfait? Est-ce que vous attendez impatiemment? Êtes-vous curieux? Gardez-vous quelques réserves? Dites-moi tout. Et je vais commencer par Mulder Fox Williams. Ben voilà, la question que je vais te poser aussi par rapport à cela, bah c'est bien que tu rebondisses dessus. Le fait que tu as parlé de multivers, puisqu'on sait qu'il y en a un, hein, qu'il en existe, eh bien, vu que lui, c'est le patron de DC Studios, même s'il est à son univers, est-ce que c'est normal de privilégier uniquement son univers alors que, vu qu'il est quand même patron de DC, c'est comme Kevin Feige est patron de Marvel, euh, est-ce que tu trouves que c'est normal que, voilà, en fait, il dit non à tout le monde et puis il y a que lui qui compte, etc. Alors que, justement, si on sait qu'on est dans le multivers, son univers peut bien coexister malgré les autres projets qu'il a eu, qu'on a entendu, que j'avais même énoncé dans mes émissions et qui sont en stand-by, puisque, voilà, James Gunn, il barre la route. Est-ce que tu... Et puis d'ailleurs, tous ces projets, en fait, si tu les inclus dans le planning d'ici,
Je pense que tu en as déjà pour 10 ans, voire même un peu plus. Donc je me disais, vu qu'il est quand même patron de DC, est-ce que tu trouves que c'est bien quand même ce qu'il a fait ou il aurait pu quand même laisser la place aux autres parce que sachant qu'il a son univers, c'est pas un truc qui peut le freiner en fait. Qu'est-ce que tu en penses? Ah ben, en fait, il est patron de DC. Donc, il n'est pas réalisateur d'un univers, comme voulait le Snyder, etc. Et en fait, parce qu'il est patron de DC, il n'y a que ses projets qui comptent. Les autres que j'avais énoncés, ou par exemple, Constantine, une suite de Smallville, ou même d'autres projets avec des Superman, etc., mais qui sont en continuité avec le multivers, puisqu'on est déjà dans le multivers. Les terres ont déjà été citées. Donc il n'y a aucun souci de ce point de niveau-là, tu vois. Et c'est pour ça que je me dis, en fait, il est en train de mettre tous les projets dans une poubelle et il n'y a que ces projets à lui qui doivent compter. Alors, vu qu'il est patron du DC, est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée qu'il a eue ou franchement, il aurait dû pas réagir ainsi? Voilà. Oui. Mhm. Ok. Mhm. Ouais. Ok. Parfait. Alors, merci à toi. Et je vais laisser la parole à Nicolas. Qu'est-ce que tu en penses de cela? Voilà, par rapport aussi à mes questions, n'hésite pas à répondre. Moi, James Gunn, j'aime bien son délire un peu farfelu et je trouve que ça collait parfaitement bien avec le Justice League qu'il avait fait. Enfin, la Suicide Squad, pardon. Mhm. Je trouve que vraiment, il a bien marié son délire un peu sombre, etc. Même si parfois il fait un peu des tonnes avec l'humour un peu plus caca de temps en temps. Mais sinon, je trouve que, ouais, non, avec DC et la Warner, on sent vraiment qu'il a un plan dessus. Sans pour autant mettre de côté certains projets. Il y a tout de même le projet avec Matt Reeves, avec ses Batman, etc.
Donc on verra si d'autres projets vont enfin éclore ou pas. Donc ça dépendra aussi des autres studios, notamment la Warner. Donc, on verra bien. J'ai hâte de voir déjà son Superman, voir qu'est-ce qu'il va rajouter un peu plus, et notamment avec la Supergirl, avec la belle Mia Locke. Là, sur The Dragon, voir qu'est-ce que ça va donner pour la Et suite c'est de pour son ça aussi univers. que j'avais posé la question à Mulder, mais je vais aussi à toi, concernant le fait qu'il soit patron du DC. Est-ce que justement, il a mis des tas de projets en suspens, et il a son univers à lui, puis j'ai l'impression que lui, il n'y a que son univers qui compte, et les autres, voilà, il faut les laisser bazarder, alors qu'il y a tellement de projets qui sont en train d'émerger de DC. Et vu qu'il est patron, il n'est pas en fait responsable. Il n'est pas que responsable de son univers, tu vois. Ah Donc oui, il est je me aussi dis, il est patron. patron d'ici. Est-ce que c'est vu qu'on sait qu'il y a des terres, voilà, on sait qu'il y a le multivers, donc ça va pas impacter son univers à lui. Donc est-ce que tu trouves que c'est bien justement ce qu'il a fait, le fait de dire aux autres non 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 vous voilà, je mets ça dans un tiroir ou un truc comme ça, parce qu'il y a énormément de projets qui sont très intéressants qu'on risque de ne jamais voir le jour parce qu'il n'y a que un univers qui compte. Est-ce que tu trouves que c'est bien ce qu'il fait ainsi? Après, il y a toujours la Warner qui a son mot à dire. Donc, Ouais. je pense que ça dépendra aussi des autres succès qu'il va avoir, avec, notamment avec Superman déjà. Donc, ça peut-être ouvrir certaines portes et d'autres, ça va en fermer d'autres. Mais après, ça dépendra aussi avec les discussions avec la Warner. Donc, on verra là ce que ça va donner. Mais je pense pas que d'autres projets seront rapidement abandonnés d'aussitôt, quoi. Je pense Mm. qu'il laisse tout de même chacun faire son univers propre à lui, par exemple avec Madrid, etc. Donc on verra pour l'instant qu'est-ce que ça va donner, voir s'il a vraiment ajouté vraiment cette petite touche d'originalité pour faire respirer d'ici, quoi. Donc on verra bien. Mais Ok, j'ai tout de même confiance en James Gunn et en la Warner, tout de même qui peuvent très bien libérer de la place pour d'autres, quoi. d'accord, très bien. Merci à toi pour ces mots-là, mon cher Nicolas, et aussi Mother Fox William. Poorna Jagannathan, actrice dans Onyx Daily Boys, rejoint Kyle Chandler et Aaron Peer dans le casting de la série. Elle incarnera Zoé, un nouveau personnage original. Visiblement, il s'agit d'un personnage toujours plein de confiance et de dignité, quel que soit le contexte, et ce même lorsqu'elle sort du lot. Elle est tout aussi posée et fauve que les hommes qui l'entourent. Les rumeurs, pour le moment, parlent du personnage comme étant le love interest de Jon Stewart. La série Lanterns mettra en scène le légendaire Green Lantern Hal Jordan, incarné par Kyle Chandler, qui aura pour rôle de former une nouvelle recrue, Jon Stewart. Les deux vont être entraînés dans un sombre mystère alors qu'ils enquêtent sur un meurtre en plein cœur de l'Amérique. Le tout dans une ambiance à la True Detective. La sortie est prévue 2026 sur HBO et Max avec 8 épisodes. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce nouveau casting, de ce nouvel ajout au casting? Le fait qu'on pense que ça peut être le love interest de Jon Stewart. À rappeler que le Jon Stewart, c'est j'allais dire un genou. Là, quand on voit l'actrice, et j'ai regardé l'âge de l'actrice aussi, elle a 51 ans. Donc, je sais pas, hein. Libre à vous de penser ce que vous voulez. Enfin, je trouve ça bizarre. Enfin voilà, on verra bien. Je vais laisser tout de suite la parole à Nicolas, suivi de Mulder Fox William, et n'hésitez pas aussi à interagir avec nous pendant qu'on est en train de débattre. Alors, quand ça veut dire avoir le même level que True Detective, bonne chance, parce que pour moi, la saison 2 de True Detective était excellente, donc ça va être compliqué de l'égaliser, surtout au niveau de l'ambiance, surtout avec ce mélange avec Green Lantern. Donc, je suis assez curieux de voir ça, mais à vos risques et périls, les gars. Bonne chance. Parce que c'est un autre level True Detective, hein, notamment la première saison, c'est un autre level, hein. Donc, je sais pas qui c'est qui est scénariste. Tu sais, toi? Si c'est vraiment Euh, le même scénariste que Détective ou quoi, donc si c'est le même, il y a peut-être moyen, mais non, 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 c'est pas le même. non, C'est pas le même. bonne chance, Ça là. va être une influence. Bonne chance, les gars. Bonne chance. Bien. Et sinon, concernant l'ajout du casting? Bon, on va voir, hein, qu'est-ce que ça va donner, tout simplement. C'est vrai, là, comme je l'avais dit tout à l'heure, voilà, alors, l'actrice a 51 ans, le Jon Stewart, il doit avoir 30 ans, enfin voilà, ça fait
Enfin, je dis, ça fait un peu C'est vrai bizarre qu'il y a une d'avoir différence d'âge, une hein. comme Love Interest, mais Une sacrée différence d'âge. ouais. Ouais, Mais bah, on verra, hein, on verra. on va voir, on va voir. Exactement. Puis c'est vrai que le fait que ce soit la True Detective, ça avait étonné plein de monde. Parce Ouais, que le beaucoup, je dire pense que l'ambiance toi, comme moi y collective, compris, ouais. on s'attendait à une série dans l'espace. Ouais, une série un peu plus ouverte dans dans l'univers en particulier, avec des planètes, etc. Et, ouais, sur Terre, à l'ambiance collective, ouais. Qui avait commencé à être exploré quand même dans le film Green Lantern, hein. On voyait qu'il Oui, y avait oui. plusieurs sortes. Bah, on verra, hein. On verra qu'est-ce qu'ils ont comme idée, comme délire à faire, mais bonne chance, hein. Ok, très bien. Alors merci à toi Nico et je vais faire tout de suite intervenir Mulder. J'ai entendu parler. Mhm. Très bien. Ouais. Ouais. Bah ouais, bah. Puis là surtout là, que c'est une possible love interest de Hal Jordan, je me disais bon bah en même temps on a déjà connu ça avec Clark Kent et Lois Lane, Henry Cavill et puis Amy Adams, hein. Amy Adams qui est plus vieille que Henry Cavill. Et c'est pas 3 4 ans, hein. Ouais. Amy Adams elle a 50 piges, ouais. Et puis Henry Cavill il a 40. Donc 50 ans, tu comptes 2024, ça fait 11, donc il est sorti en 2013, on est en 2024, donc 50 moins 11. Ouais, ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, 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 c'est ça, ouais. Bah, il a la trentaine. Oui, c'est ça.
Ouais, et puis tu sais, on est, comment dire, on est dans une génération aujourd'hui, je crois qu'on on peut s'attendre à tout, hein. Ouais. Non. Mhm. Ok. Ouais. Ouais. Mhm. Ouais. Ok. Ok, bah, très bien. On verra, bah, effectivement, avec la chimie et compagnie. Mais en tout cas, on verra bien ce que ça va donner pour la suite. Pour tous les fans de l'univers Batman Beyond qui se languissent de revoir l'univers de la série d'animation, vous pouvez vous rassasier avec ce fan film. Réalisé et scénarisé par Michael Yu, il met donc en scène Terry McGinnis, incarné par Ryan Potter que l'on a vu dans la série Titan où il incarnait Beast Boy. Nous retrouvons donc Terry McGinnis qui reprend le flambeau de Batman en 2059 dans la ville de Neo Gotham. Ce fan-film est un projet de fans totalement indépendant de toute attache avec DC et Warner, qui détiennent les droits de Batman Beyond. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que des fans de la série d'animation prennent les choses en main et essayent de manifester un projet sur cette série. On se souvient du design des films Spider-Man Into the Spider-Verse, qui essayait de vendre à Warner l'idée d'un film d'animation. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu. Il doit durer 13 minutes, en tout cas c'est disponible sur YouTube. 13 minutes et quelques. Euh, si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en pensez? Sinon, concernant cette news, euh, le fait que justement il y a des projets qui sortent euh, hors calendrier de maison de production, etc. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que euh, faut plus aussi soutenir ce genre de projet que les films actuels auxquels beaucoup de personnes commencent à être déçues? Donc je parle en généralité. Euh, J'aimerais avoir votre impression. Et je vais commencer par Mulder.
Ok, ah, merci à toi. Je vais faire intervenir tout de suite Nicolas. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, j'ai pas dit, j'étais plus au courant. Ok. Au courant que ça existait. Bon, après, des fans de films, il y en a tellement que c'est difficile à trouver ou à regarder. Après, il y en a pas mal d'autres univers. Moi, le dernier fan film que j'ai vu, c'était pour celui de Tom Medusa. C'était pas mal. Après, il y a d'autres productions de fan film, notamment à Futurama et notamment Star Wars. Il y en a pas mal. Franchement, c'est assez bien foutu et ça serait bien d'encourager un peu plus ces créateurs à continuer dans leur passion et à continuer de faire vivre leur univers en particulier. Ah, il y a des projets assez intéressants et ça serait sympa de donner un petit coup de pouce à ce genre de projet. Ouais, ok. Et donc, n'hésitez pas aussi à visionner si vous ne l'avez pas visionné. Donc, c'est disponible sur YouTube. Batman Beyond Year One. J'ai vu quelques images également et franchement, ça donne quoi. C'est magnifique. Euh, c'est vrai qu'avec ce genre de choses, je pense que comme vous et moi, on demande d'avoir un film, un vrai film, etc. Mais c'est bien aussi de soutenir ce genre de personnes. Et je vais. Pourquoi je dis cela? Tout simplement avec la news suivante, qui est aussi en rapport avec ceci. Mais pas de Batman Beyond, un autre projet. Et donc, euh, en fait, sans plus attendre, avant de même parler de ceci, vous avez l'image. Vous avez la vidéo tout de suite qui suit. Oracle, Je viens de perdre le signal. il nous observe. Comme un prédateur. Et je suis sa proie. Batman, il devrait être juste devant toi. Allez, montre-toi. Batman Blood Snow se distingue par une esthétique puissante dans les codes visuels des comics et des dessins à l'encre, sous la supervision de Julia Cherry, animateur 3D ayant collaboré avec des géants tels que Walt Disney, notamment pour le live-action du Roi Lion, Marvel et Netflix. Blood Snow prend forme grâce à Blender. Pour l'accompagner, Julien Chéry a réuni une équipe de talents incluant Gustave Soloy pour le caractère rigging, Anthony Okoko au modélisme 3D et Michael Regal, également monteur vidéo. Côté musical, Roman Zante s'occupe de la composition. Avec Batman Blood Snow, Julien Chéry invite les spectateurs à plonger dans un Gotham transformé en terre froide. Dans cette nouvelle aventure, Batman se lance dans une enquête obscure où chaque flocon semble marquer une histoire de survie et de la rédemption. Le projet, pensé pour un public adulte, se distingue par la profondeur de ses thèmes et la violence de certaines scènes, qui renforcent l'intensité de cette quête personnelle et mystérieuse. L'identité visuelle de Blood Snow s'ancre dans un hommage aux comics classiques, tout en intégrant des touches modernes qui ajoutent une dimension nostalgique tout en restant actuelle. L'équipe artistique a créé un monde cohérent où chaque détail scénographique, et chaque interaction visuelle renforce la froideur oppressante de Gotham. Grâce à une animation poussée et un design travaillé, le court-métrage offre une expérience immersive cherchant à refléter la complexité et l'austérité de cet environnement. Le scénario développé avec minutie donne vie à une histoire en phase avec l'essence de Batman. Dialogue et séquences d'action respectent l'esprit de l'univers du Chevalier Noir, offrant une alternance maîtrisée entre moments d'action et passages d'enquête. L'intrigue s'articule autour d'un voyage intérieur et d'une confrontation avec le froid et le temps, où Batman découvre que ses adversaires les plus redoutables peuvent être aussi bien ses ennemis extérieurs que ses propres conflits intérieurs. Batman Blue Snow sera disponible en version française et américaine. En France, comme vous l'avez pu sûrement entendre dans la vidéo, on ne le présente plus aujourd'hui,
mais c'est Richard Darbois qui prêtera sa voix à Batman, bien connu pour avoir doublé le Chevalier Noir dans la série animée, ainsi que de nombreux acteurs iconiques comme Harrison Ford et Richard Gere. Aux côtés de Darbois, des voix de renom participent également. Gilbert Lévy interprète de l'inspecteur Harvey Bullock dans la série animée de 1992 aux côtés de Richard Darbois justement. Emmanuel Giacomi qui a doublé Superman et de grands acteurs comme Denzel Washington et Françoise Cadol, la voix française d'Angelina Jolie et de Lara Croft dans le rôle de Barbara Gordon et Oracle pour ce film de Batman. Je vais tout de suite laisser la parole à mes invités. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Et je voulais aussi dire que le mardi 19 novembre 2024, il y a eu un live sur YouTube chez DirectFix en simultané avec Kik où il a justement DirectFix alias David qui a reçu Julien Chéry ainsi qu'un de ses compères en live en tant qu'invité. Et ne vous en faites pas, je vais le mettre le lien directement dans la description une fois le live terminé. Comme ça, vous le verrez aussi le lendemain. Le live de DirectFix concernant ce projet-ci. Et avant d'en dire plus, je vais laisser tout de suite la parole à mes invités, à savoir Nicolas. Et n'hésitez pas aussi à me dire dans le chat ce que vous en pensez. Et si ça vous tente, si ça vous botte, voilà. VF, c'est beau, quoi. Et je revois le trailer, ouais, ça a bien stylé avec ce côté bien comics derrière, l'animation. Donc, ouais, non, j'ai hâte de voir. Et justement, c'est le live que je l'avais vu un peu en rediff. Mais ouais, non, ça a l'air très prometteur, ce Batman Blood Snow. Dans cette ambiance bien froide et sombre. Donc, ouais, non, curieux de voir ce que ça va donner. Très bien. Et c'est quelque Ouais, chose qui te c'est botte, cool. par exemple? Ouais, j'aime bien le style d'animation, donc ça me penche un peu plus. Ça se rapproche un peu plus du comics, du style comics que j'ai l'habitude de voir de temps en temps, mais ouais, j'ai hâte de voir. Très bien. D'écouter Merci à... dessus. Oui. Oui, quelque chose à rajouter? Pardon. Ouais, non, non. Juste hâte de découvrir VF à Très bien. l'ancienne. Et tu as vu, je pense notamment dans l'affiche que j'avais présentée, qu'il y a un super vilain aussi, Oui, oui. qui a l'air incroyable. Mm. Bien, bien, merci à toi. Et maintenant à toi, Mulder, qu'est-ce que tu en penses de ce projet qui est également fait par des personnes passionnées? Ah, Cyborgia. Oui, tu es là, pardon. Voilà, c'est bon. Elle va faire la voix d'Oracle. Barbara Gordon.
Très bien. Et donc, également, c'est comme l'autre, hein, donc c'est-à-dire que c'est un projet de passionné. Donc, quand tu vois ça, il faut effectivement encourager ce genre de projet. Parfait. Merci à vous deux pour concernant ceci. N'hésitez pas aussi à réagir concernant cette news. Et je voulais aussi justement dire que une fois le live terminé, n'oubliez pas tous les. Oui, maintenant on l'entend un peu mieux, mais maintenant voilà, voilà. Comment dire? Euh, J'ai plus le mot. Oui, concernant ceci, tous les comment dire, le live qui a été le mardi 19, je vous mettrai en description de la vidéo qui sera en replay demain sur YouTube, le lien du live et aussi du Kickstarter parce qu'ils ont fait une espèce de crowdfunding, Julien Chéry et ses acolytes. Je vous mettrai le lien également pour les soutenir car ça voilà c'est un projet qui franchement est très intéressant. Je vous avoue que moi, au départ, quand j'ai vu quelques images avant de voir justement cette vidéo que je vous ai présentée, ça me disait pas trop parce que c'est vrai que de temps en temps, on peut avoir des Batman. Il y a le Batman Year One qui, je crois, est de cela en animation. Puis il y a aussi un peu de comics, etc. Puis je l'ai pas encore vu, mais c'est vrai que des fois, ça donne pas forcément envie. Or que là, j'ai l'impression que des fois, c'est aussi la version française mais qui fait donner l'envie, hein, parce que Richard Darbois et d'autres, comme je l'ai cité. Et ben, ça va être intéressant d'en savoir davantage. Et en tout cas, comme je vous l'ai dit, pour soutenir le projet de Julia Cherry, il faudra être rendez-vous sur la page de Kickstarter de Batman Blue Snow, où sont détaillées toutes les contreparties. Donc je vous mettrai toutes les informations dans le lien, enfin dans la description de la vidéo que vous pouvez retrouver demain en replay sur YouTube. Ah ouais, ce cher monsieur. Alors, actuellement en pleine promotion de Gladiator 2, désormais à l'affiche dans les salles de cinéma françaises, Denzel Washington a évoqué les projets sur lesquels il travaille actuellement. À 69 ans, l'acteur légendaire envisage de prendre sa retraite dans les années à venir. Lors d'une interview accordée à l'émission australienne Today, Denzel Washington qui a révélé que Ryan Coogler, réalisateur de Black Panther et Black Panther Wakanda Forever, lui écrivait un rôle pour un Black Panther 3. Écoutons-le. J'ai joué Othello à 22 ans et je m'apprête à le jouer à 70 ans. Ensuite, je vais incarner Hannibal. Je suis également en discussion avec Steve McQueen pour un film. Par la suite, Ryan Coogler écrit un rôle pour moi dans le prochain Black Panther. Après ça, je jouerai dans un autre film sur Othello. Puis, je ferai le roi Lear. Et enfin, je prendrai ma retraite. Cette révélation de l'acteur pourrait bien être une révélation inattendue, puisque aucune annonce officielle concernant Black Panther 3 n'avait été faite jusqu'alors. On apprend donc que le projet est probablement en cours de développement et que Ryan Coogler serait de retour à la réalisation pour conclure cette trilogie. Ce projet marquerait également un hommage poignant au regretté Chadwick Boseman. Ce dernier avait déclaré en 2019 lors d'un discours émouvant pendant la remise d'un prix honorifique à Denzel Washington. Il n'y a pas de Black Panther sans Denzel Washington. Et il avait aussi dit que avec la disparition de Boseman, Denzel Washington lui pourrait rendre un grand hommage en produisant que Denzel Washington lui avait rendu hommage en produisant le documentaire Chadwick Boseman, Portrait of an Artist. Le second volet, Black Panther Wakanda Forever, sorti après la mort tragique de Chadwick Boseman, avait rendu un vibrant hommage au personnage de T'Challa et révélé que sa sœur Shuri, incarnée par Letitia Wright, avait hérité du costume de Black Panther.
En juin dernier, lors d'une interview dans l'émission de The View, Letitia Wright s'est exprimée sur son éventuelle participation au futur volet des Avengers, déclarant que si elle aimerait continuer à incarner Shuri, c'est l'un de ses personnages préférés, une bénédiction honnêtement. Elle est tellement reconnaissante. Lorsqu'on lui a demandé si elle participerait à un éventuel Black Panther 3, elle a répondu de manière énigmatique « Il y a beaucoup de choses à venir ». Il faudra attendre une annonce officielle de Marvel pour confirmer ces nouvelles, mais au vu du succès des précédents films, le premier ayant rapporté 1,3 milliard de dollars au box-office et le second 859 millions, en plus de plusieurs nominations aux Oscars, il est très probable que Marvel poursuive cet univers avec un nouveau chapitre. En attendant, les fans peuvent se réjouir de la sortie de la série animée Ace of Wakanda, prévue pour l'été 2025, et réalisée par Todd Harris. Cette série explorera l'histoire du Wakanda et mettra en lumière les courageux guerriers qui ont été chargés de récupérer des artefacts en vibranium à travers le monde. Et je vais faire tout de suite intervenir mon cher invité Mulder Fox Williams, suivi de Nicolas. Bien. Ok. Alors moi je suis sur... faut savoir que Denzel Washington, c'est l'un des acteurs que j'aurais parfaitement vu au casting de Black Panther si ça avait été tourné en années 90. Et il y avait lui et Wesley Snipes. Donc au moment où tu as Black Panther numéro 1 qui se tourne, je me demandais mais qu'est-ce qu'il fout Denzel Washington, pourquoi est-ce qu'il est pas dedans? Donc ils sont au casting d'au moins un volet Black Panther, ce n'est que justice, il le mérite amplement. Ensuite, je suis en train de me demander si, alors, est-ce que le mec annonce bien qu'il va participer à Black Panther 3? Parce que la news peut être tournée de façon, genre, il discute avec Ryan Coogler de sa participation, qui prévoit Black Panther 3, mais ça peut très bien être tourné d'une manière j'ai discuté avec Ryan Coogler, et on a parlé de Black Panther 3. C'est une façon de parler. Je me suis renseigné, puis c'est bel et bien officiel. D'accord. Cool, il vient de spoiler les annonces de Disney. Et après, je me dis, c'est pas la première fois en même temps, tu vois, que aussi dans le MCU, nous avons des grands noms. Donc, est-ce que ça étonne, toi, est-ce que ça t'étonne aussi qu'il en fasse partie des projets du MCU ou pas du tout? Ok, oui, non, mais c'est ce qu'il faut. Hein, alors, moi, je le vois très bien en second rôle solide, second rôle clé. Washington qui incarne dedans, parce que c'est, par exemple, tu as c'est Angela Bassett qui incarne qui incarne la reine du Wakanda. Parce qu'Angela Bassett, c'est quelqu'un. Hein. Oui. Ouais. T'as Robert Redford dans Captain America 2, t'as Tommy Lee Jones dans le numéro 1, enfin voilà, t'es dans des personnages secondaires, mais qui réussissent à rendre solide un casting. C'est ce qu'il faut pour un film. Ouais. Donc Washington pour la Black Panther 3. Bien que ce ne soit pas confirmé, je valide d'abord. Parce que c'est quand même lui qui annonce, c'est pas n'importe qui, le mec a du poids. Le mec est un habitué des Oscars. Il n'a pas besoin de ça pour créer l'événement. On a bien vu l'effet que ça fait, le mec qui fait coucou à la rédaction de TF1, donc c'était pas du tout prévu. On a bien vu l'effet que ça a fait à la dossier. C'est le mec, c'est pas n'importe qui. Hein. Et content et je suis également content qu'il ait cette posture-là de rendre hommage à Chadwick Boseman, vu les luttes, vu que le mec est militant pour le droit des Noirs, enfin les personnes de couleur, parce que lui aussi, avec Spike Lee et compagnie, il a fait partie des militants en époque, et donc c'est bien qu'il y ait une sorte de boucle bouclée, si tu veux, dans le sens où il veut rendre hommage à un mec qui a repris le flambeau, quoi. Donc ça permet de. Ray Coogler est aussi dans cette voilà, c'est un peu disons que c'est un peu normal vu la communauté, les problèmes communautaires qu'ils ont. Et donc je trouve ça un petit peu émouvant, si tu veux, qui se sert, qui essaye de rendre qui essaye de rendre à César ce qui est à César. Que la Black Panther, c'est un projet de Chadwick Boseman avant tout. Il essaye de rendre hommage à un mec qui. Bon, ben voilà, il a combattu, il a eu un combat, il faut
il faut lui rendre un truc, quoi, faire un petit tribut. Parfait, merci à toi pour ces mots. Et donc, je vois, toi, tu es hypé, et je vais demander maintenant la parole à Nicolas. Alors moi, j'avais déjà vu la news avec Denzel Washington. Ça serait pas étonnant qu'il soit dans le projet du MCU. Quoique moi, le MCU, j'ai totalement décroché. Mais j'ai tout de même regardé Black Panther. Ouais, enfin, c'est pas vraiment le projet que j'attends. Enfin, j'y jetterai un œil, mais c'est pas vraiment. Ah, du moins, c'est pas encore officiel, mais c'est pas vraiment un projet qui va. J'attends de voir, mais en vrai, concernant Denzel Washington, ce serait pas étonnant qu'il soit dans les MCU, quoi. Pour un rôle Ok, très bien. Merci à toi concernant ces mots. N'hésitez pas aussi à réagir aussi dans le chat ou même en replay. C'est l'une des sagas emblématiques de ces dernières années. Débuté en 2016, Les Animaux Fantastiques est composé de 3 films. Après un long métrage initial il y a 7 ans, s'en sont suivis Les Crimes de Grindelwald en 2018, puis Les Secrets de Dumbledore en 2022. Distribuée par Warner Bros., la franchise se situe dans l'univers d'Harry Potter. Sa créatrice, J.K. Rowling, a d'ailleurs écrit les scénarios de chacun des opus de ce spin-off. L'intrigue se déroule au départ dans les années 20, soit 65 ans excusez-moi, avant les événements du premier livre mettant en scène le jeune sorcier plus tard interprété par Daniel Radcliffe. Il met en scène Eddie Redmayne, qui est connu pour Danish Girl, Les Misérables, entre autres, en tête d'affiche. L'acteur britannique de 42 ans incarne Norbert Dragono. Newt Scamander en version originale, pardon. Spécialiste des créatures magiques. En 1926, il arrive à New York avec sa valise qui contient divers animaux dangereux. Lorsque certains d'eux s'échappent, le jeune homme doit intervenir pour rectifier son erreur. Cela entraîne une montée de la violence, de la peur et des tensions entre les sorciers et les moldus. Cependant, 2 ans après la sortie du 3e opus, le distributeur n'a donné aucune nouvelle sur une potentielle suite alors que la saga devait à l'origine être constituée de 5 films. Très critiqué par la critique et le public, Les Secrets de Dumbledore de David Yates rapporte seulement 407 millions de dollars au box-office mondial, soit à moitié moins que l'œuvre initiale. Eddie Redmayne en personne a fermé la porte à un retour des Animaux Fantastiques. En marge de la promotion qu'il faisait pour sa nouvelle série, The Day of Jackmal, l'acteur a confié à Comic Books que selon lui, la franchise était terminée. Je cite, « Je pense que vous ne me verrez plus en Norbert. C'est une réponse assez franche, mais c'est comme ça. Pour aller plus loin, il faudra demander aux équipes de Warner Bros. Et J.K. Rowling, mais d'après ce que je sais, c'est fini. » Ce qui veut dire que les Animaux Fantastiques ne continuent pas. L'univers Harry Potter continuera tout de même de se développer puisque la série Reboot avance gentiment. À vous, mes invités, qu'est-ce que vous en pensez de cela? Je vais commencer par Nicolas. Alors, les Animaux Fantastiques, j'ai bien aimé le premier. Il y a eu 2 autres suites, notamment le 3e, où ils ont totalement remplacé Johnny Depp, pour des raisons évidentes, mais qui a été malheureusement pour Johnny Depp. Donc après, est-ce que ça a changé l'histoire en changeant d'acteur? Non, enfin, l'histoire du 2e et du 3e, c'était pas vraiment au top. Et concernant le projet, c'est totalement mort. Hein. J'avais eu des news comme quoi Warner et J.K. Rowling, ils ont dit non quoi, pour continuer le truc. Donc c'est totalement mort. Et ils vont plus se concentrer notamment sur la fameuse série qui devra arriver prochainement. Donc si vous voulez vraiment connaître d'autres univers Harry Potter, vous avez aussi le jeu Hogwarts Legacy qui est excellent, enfin, qui est très bon. Si vous voulez connaître un peu plus l'univers. Après, il y a le second jeu vidéo, enfin, il y aura une suite à Hogwarts Legacy qui va être liée avec la série Harry Potter, apparemment. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais ouais, le projet Les Animaux Fantastiques, c'est déjà vraiment mon territoire.
Et Warner, ils avaient officialisé le truc. Ils ont dit non, c'est bon. On arrête tout. Très bien. Et toi, t'es content que ça s'arrête ou tu trouves ouais, un peu dommage que ça puisse pas quand même aller jusqu'à la fin? Enfin, moi, vu comment c'était montré dans les deux autres suites, non, il fallait peut-être pas s'arrêter, quoi. C'était pas vraiment au top qualité. Au niveau des récits pour Harry Potter, quoi. C'était pas vraiment. À moins qu'ils trouvent quelqu'un d'autre à l'écrit, mais non. En vrai, non, il fallait peut-être pas s'arrêter. Ok, très bien. Merci à toi. Et à toi la parole, Mulder. Bah, moi, avant tout, j'ai jamais accroché à l'univers d'Harry Potter, tu le sais très bien. Enfin, je sais pas. Voilà. Mais non, je vais pas être méchant avec le truc, c'est un truc que j'ai pas accroché. Et donc, pour les animaux fantastiques, je sais très bien, enfin, ce que j'ai compris, il y avait des tas de problèmes dès la conception, parce que, alors, je crois que c'était de l'équipe anglaise, enfin, c'était une équipe anglaise en fait d'Harry Potter au départ, et il se trouve que les Animaux Fantastiques, c'est une équipe américaine qui s'en est chargée avec J.K. Rowling en consultante. C'est cet aspect-là en fait qui faisait grincer les dents des fans. Et enfin, déjà dès le départ, en fait, cette situation-là ne plaisait pas aux fans. Et ce qui fait que les Animaux Fantastiques n'avaient pas remporté l'adhésion auprès du public de base. Et donc, au moment où donc, il me semble que c'était pas la folie hein, pour Animaux Fantastiques déjà le premier, et c'était la cata pour le troisième déjà. Mais je crois que le troisième est sorti en plein post-Covid, Oui, il me semble. absolument. Ouais. Ouais, c'était l'un des projets qui est sorti. Et du coup, en fait, tout le côté problème de promo s'expliquait par rapport à ça. En plus, il y avait effectivement le procès de Johnny Depp qui faisait une mauvaise pub à la Warner. Faut, parce que enfin, je crois qu'il y avait un truc dans ce genre-là, où, corrigez-moi si je me trompe, parce que moi j'ai suivi ça de loin, mais c'était, alors t'avais Johnny Depp qui se fait un petit peu blaguister par tout le monde, non, au point que même, t'avais même des trucs comme quoi, ouais, il s'est fait virer de la franchise Pierre des Caraïbes, il y a eu aucun Pierre des Caraïbes qui s'est fait sans Johnny Depp, hein, le sixième on entend toujours, alors par contre, les Animaux Fantastiques, il s'est vraiment fait virer de la prod de la Warner, il n'y a pas de souci. Et inversement, la Warner a soutenu Amber Heard qui tournait son Aquaman 2, si je comprends bien. Tu avais une position de la Warner en fait qui faisait un. Le problème étant que l'issue du procès, le procès s'est fait pendant la sortie des Animaux Fantastiques. Ils avaient pas de bol les mecs. Donc du coup, tu avais le bad buzz en fait par rapport à lui qui dont pâtissait au box-office le film. Je dis ça, c'est parce que sur le site Deadline, tu avais eu on va dire, des analystes qui ont fait le rapprochement entre l'audience du procès, parce qu'il a été télévisé, et les chutes d'entrée déjà pas fameuses du troisième volet. C'est bien ça, c'est le troisième volet qui sortait au cinéma avec Johnny Depp passé. Et donc il y a des tas d'analystes en fait qui ont fait le rapprochement entre le suivi du procès et le fait que la malchance, la mauvaise fortune du film dans les salles. Enfin, il y avait bien un comportement du public, enfin du grand public par rapport à côté là. On boycotte le film parce que les Animaux Fantastiques qui sans Johnny Depp, ok, donc donc c'est mort. On veut plus voir. Il y avait bien un boycott en fait, enfin selon les analystes, hein, selon eux. Et sinon, en ce moment-là, le fait qu'ils abandonnent le projet est fantastique pour au profit d'un reboot, ça indique bien pour moi que chez la Warner, ils sont très mal. Ils veulent relancer les franchises, ce qu'ils ont en stock, parce qu'ils ont des cases vides, quoi, tout simplement. Il faut qu'ils peuvent pas se permettre d'avoir des trucs originaux. Ils peuvent pas prendre de risques. Donc c'est normal. Hein. Ils veulent des titres en fait qui ramènent le public, mais c'est comme ça. Donc pour moi, c'est un indice que c'est la révélation de c'est bon, la Warner est vraiment en peine. Moi, c'est comme ça que j'entends, parce que depuis 10 ans, en fait, chez Warner, ça va mal. Ils se sont tapés 3 fusions à la gueule, ils ont pas encore digéré. C'est pour ça que là, la franchise Harry Potter pâtisse de cette situation financière malheureuse de la Warner. Je vais dire ça comme ça pour être gentil. Merci à toi. Et merci pour ces mots. N'hésitez pas à réagir également. Dans le mois
de 8 mois, les dinosaures seront de retour sur les écrans dans Jurassic World Rebirth. Et pour leur toute nouvelle aventure, les géants du Jurassic feront face à Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Mahershala Ali, Rupert Friend, Manuel Garcia Rulfo, Luna Blaze et David Iacono. Le magazine Empire a dévoilé une nouvelle photo du long-métrage mis en scène par Gareth Edwards et qui va pouvoir la première fois mettre son expertise en matière d'animaux à écailles. On lui doit Godzilla et Monsters. Au service de la célèbre saga lancée par Steven Spielberg en 1993. Écrit par David Koepp, scénariste d'origine de la franchise, Jurassic World Rebirth reviendra aux sources si on en croit les dires du cinéaste au magazine. Le film revient à ce que j'aimais dans l'original, avec plusieurs histoires qui s'imbriquent ensemble et des moments d'action stressants et amusants à la fois. En tant que réalisateur, j'ai eu beaucoup d'occasions de m'amuser et de jouer avec le public. L'action se déroule des années après les événements de Jurassic World Dominion. Les dinosaures sont en liberté dans la nature. C'est donc une continuité à la précédente trilogie tout en entamant un tout nouveau chapitre dans la chronologie de Jurassic. Notons que les dinosaures préférés des spectateurs devraient bien être présents, comme le confirme le réalisateur. Il y a certains dinosaures qu'il serait criminel de ne pas inclure. Dans ce nouvel opus, Scarlett Johansson interprète Zora Bennett, une spécialiste des opérations secrètes à la tête d'une équipe chargée d'une mission ultra confidentielle, visant à sécuriser le matériel génétique des 3 dinosaures qui sont la clé d'un remède miraculeux qui pourrait bien sauver l'humanité. Duncan Kincaid, interprété par Mahershala Ali, son bras droit est chargé de guider le paléontologue Henry Loomis, incarné par Jonathan Bailey, et le représentant des grandes sociétés pharmaceutiques Martin Krebs, qui sera joué par Rupert Friend. Mais l'expédition croise une famille de civils naufragés dont l'embarcation a été renversée par des dinosaures aquatiques en maraude. Ils se retrouvent tous bloqués sur une île où ils vont découvrir le secret le plus révoltant qui ait jamais existé, sinistrement caché au monde depuis des décennies. Tourné l'été dernier entre la Thaïlande, Malte et en studio au Royaume-Uni, Jurassic World Rebirth est annoncé dans nos salles obscures pour le 2 juillet 2025, soit 3 ans à 1 mois près après le monde d'après. J'aimerais vous entendre réagir dessus, Mulder, Fox Williams et Nicolas, et je vais commencer par Mulder. Sur cette photo, pour moi, ça montre bien que c'est Scarlett Johansson, la grande star de Jurassic World 4, enfin Jurassic Park 7, enfin le prochain Jurassic World Park. C'est bien elle, la star. Et ça fait bon, moi ça fait gentiment marrer parce que le look qui est là, c'est le look que j'aurais bien voulu voir pour un Lara Croft. Parce que le côté avec les flingues et puis le sac à dos, ça fait très Lara Croft dans l'esprit, quoi. Mais on dirait, maintenant on dirait une franchise purement de SF dystopique, quoi. Enfin, l'air de rien. C'est qu'on l'a à voir avec une flingue, enfin une armerie un petit peu futuriste, parce que la photo, enfin l'équipement qui est là, faut pas être actuel en fait. Alors c'est moi qui goûte et je connais absolument pas les arbres de maintenant. C'est un peu possible. Mais moi, celui-là me tente bien. Ça simplement que c'est sur Gareth Edwards où j'ai des réserves. C'est sur Godzilla, j'ai bien aimé, mais son créateur, j'étais pas chaud pour le voir, j'ai toujours pas vu. Mais ce cliché-là, validé de fou. Hein. Validé de fou. Très bien. Merci à toi, Mulder. Et je vais faire intervenir tout de suite Nicolas. Bon, moi, forcément, rien que le t-shirt, on peut dire ça tombe bien. Oui, c'est vrai. Ouais, non, Gareth Edwards, j'ai confiance en lui. Franchement, j'aime bien sa filmo, j'aime bien sa réal. Franchement, elle est top qualité, notamment l'utilisation de ses effets spéciaux, vu que c'est un mec qui vient de là-bas aussi.
Donc ça se voit très bien que le mec il sait gérer le truc. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Il m'a très bien fait aimer Rogue One et notamment son dernier film c'était The Creator qui était vachement cool. Et ouais non pour Jurassic Park en plus c'est un vrai nerd le mec. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va proposer. Et je pense qu'on aura une très belle surprise avec ce Jurassic World Rebirth. Donc on verra bien. Parfait. Merci à vous, en tout cas, pour ces quelques mots. Dans tous les cas, moi, je vous remercie d'avoir été là. N'oubliez pas, donc, mes invités de la soirée, à savoir Nicolas, que vous voyez à votre droite, et à votre gauche, Mulder Fox William, mes invités de ce soir. Peut-être reviendront-ils? Ça, on verra au prochain épisode. Dans tous les cas, merci à vous d'avoir été là. Prenez soin de vos proches, mais surtout, prenez soin de vous. Bisous!